Bonjour Monsieur le Président. J'ai noté comme tous mes confrères que le ton avait changé entre le premier et le second tour de cette campagne présidentielle. Le ton s'est durci. On vous traite de menteur notamment. Oui, c'est vrai que le ton monte exagérément. Ce n'est pas parce qu'on arrive à 4 jours du deuxième tour de scrutin, le tour décisif, qu'il faut pour cela perdre la tête. Et si l'on continue de surenchère en surenchère, ce sera très fâcheux pour l'esprit public, pour la démocratie. Je ne compte pas entrer dans cette mêlée. J'accepte de discuter, bien entendu. Je comprends très bien que parfois il y ait de la vivacité, mais il ne faut pas en faire un système. Et comme M. Chirac vous attaque, il évoque notamment l'affaire Gorgi. Alors est-ce que vous êtes indigné de ces attaques? Non, je vais simplement vous poser une question à vous. Vous n'êtes pas obligé de m'y répondre, mais je la pose au fond à tous ceux qui nous entendent. Une affaire qui a provoqué pendant près de 5 mois le siège, le blocus de l'ambassade d'Iran en plein Paris. Qui a provoqué, par contre-coup, le siège de l'ambassade de France à Téhéran, avec un certain péril pour les Français qui se trouvaient là, enfermés. Une affaire qui a abouti à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, l'Iran et la France. Est-ce que vraiment vous pouvez croire que tout cela a reposé sur un dossier vide? Il suffit de poser la question pour comprendre la réponse. Outre l'affaire Gorgi et la Nouvelle-Calédonie, qui reste un point difficile, d'autant plus difficile qu'il y a des otages, des gendarmes pris en otage sur l'île d'Ouvéa. Est-ce que vous voyez quelques solutions proches? En tout cas, la première préoccupation majeure, c'est que soient libérés les gendarmes et le magistrat, les 23 personnes qui se trouvent aujourd'hui otages dans l'île d'Ouvéa. Ça, c'est le premier devoir de tout gouvernement. De quelle façon, cela est naturellement étudié. Je pense que la médiation qui avait été confiée à l'archevêque de Nouméa était de bonne méthode. Elle a échoué, mais cette méthode peut être mise au point de telle sorte que les ponts ne soient plus rompus entre les communautés en présence, qui vivent actuellement dans un climat de guerre civile. Or, quel est le rôle de la République et du président de la République? C'est d'exercer une sorte d'arbitrage, de tenter d'apaiser les passions. Ces deux communautés principales qui s'affrontent, celle qui est d'origine européenne et celle qui est sur ce terrain de la Nouvelle-Calédonie, a derrière elle les siècles et les millénaires. Il faut qu'ils puissent vivre ensemble sur la même terre. Il ne s'agit pas de choisir, de dire celle-ci a raison contre celle-là. Il s'agit de permettre à l'une et à l'autre de vivre là, correctement, honorablement, dans la dignité et dans les droits que la République reconnaît à tous ses citoyens. Si l'on parvient à obtenir que soient libérés les otages, si l'on parvient, et c'est à quoi je compte m'appliquer, à rétablir les ponts ténus qui subsistent encore, alors le droit arbitral, le pouvoir arbitral de la République se sera exercé. Et dans les jours qui viennent, aujourd'hui même, demain, il ne faut pas perdre une heure. Tous nos efforts doivent être associés au-delà de nos querelles internes pour obtenir ce résultat. À l'issue du premier tour, tous les commentaires ont noté qu'il y avait eu un vote de protestation très fort. Vote de protestation qui traduit sans doute un très grand mécontentement. Alors, est-ce qu'on peut analyser maintenant ce vote de mécontentement? Est-ce qu'il vient essentiellement de difficultés de la vie quotidienne, par exemple? Je pense que l'explication n'est pas seulement politique. Ce n'est pas une idéologie qui soudain a flambé pour remporter avec elle près de 15% du corps électoral. Je ne pense pas que cela soit strictement politique, ni idéologique. Cela s'est produit sur un terrain qui lui-même était, il faut le dire, gangrené. Ce sont les difficultés sociales, les difficultés de la vie quotidienne qui ont alimenté, qui alimenteront encore demain, si on y prend garde, tous les mouvements excessifs. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais qu'on précise ce qui, selon vous, a suscité ce mécontentement dans la vie quotidienne. Vous avez des exemples? Énumérer, si vous voulez bien. Si on dit le chômage,
Si on dit... Le chômage, c'est-à-dire le manque de formation des jeunes qui sortent des écoles, des choses comme ça. Et puis surtout, trop de chômeurs en fin de droit qui n'ont devant eux que le désespoir et l'exclusion. Il est compréhensible que ces femmes et que ces hommes éprouvent un sentiment de révolte contre la société que nous dirigeons. Et le devoir de ceux qui assument les responsabilités principales dans cette société, c'est de s'attaquer désormais avec plus de vigueur encore aux causes de ce mal. Puis il y a le logement qui n'est pas toujours correspondant à ce qu'en attendent ceux qui ont une famille. Il y a la laideur souvent de certains quartiers ou de la ville. Il y a la difficulté des transports, les difficultés scolaires, la liste serait longue, les difficultés de voisinage. Tant que nous n'aurons pas commencé d'organiser mieux nos grands centres urbains, le même phénomène continuera de se produire. Et j'observe à cet égard que si l'on regarde bien la carte politique telle qu'elle se dessine au lendemain du premier tour de scrutin, là où le parti dont vous me parlez a fait le moins de progrès, et pourtant dans des centres urbains où il y a beaucoup de monde. Forte densité. Eh bien, c'est dans des quartiers où les municipalités, quelle que soit leur couleur politique, se sont vraiment attaquées à cette sorte de lèpre des quartiers pauvres, abandonnés ou entassés. Je pense par exemple à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Je pense à Orly. Je pense à Alençon. Je pense à Oulin, dans le Rhône. Vous avez là une série de municipalités qui n'ont pas voulu se laisser aller, qui ont voulu restituer à leur population une certaine beauté. Ouais. Monsieur le Président, ça veut dire que, comme le rappelait Harlem Désir au cours d'une heure de vérité, en fait, il faut s'attaquer à des problèmes très très concrets. C'est le rôle des hommes politiques, s'attaquer aux cages d'escalier, aux problèmes de bruit. Eh bien, Harlem Désir avait dit en effet, si l'on mettait en marche, remettait en marche les ascenseurs dans les HLM, ça irait mieux. Il a 100 fois raison. Il y a quand même un minimum de vie collective et de vie sociale qu'il faut savoir respecter. Des gens qui vivent, des familles par exemple, ou couper la relation entre les différentes générations. Les petits-enfants ne connaissent plus les grands-parents. D'ailleurs, comment pourraient vivre les grands-parents avec le reste de la famille dans des logements trop étroits? Bon, il y a déjà quelque chose qui manque. Les difficultés de la garde des enfants. Que peut faire une femme qui travaille de ses enfants s'il n'y a pas de crèche, ou s'il n'y a pas en tout cas d'organisation parentale. Et ainsi de suite. Tout ce qui marque la difficulté de la vie, s'il faut mettre 1h30, pour le moins, aller 1h30, pour le moins, retour, pour aller de sa maison au lieu de son travail, vous imaginez l'épuisement nerveux, l'irritation qui gagne. À ce moment-là, on rejette tout, on dit, bien, cette société, décidément, elle ne me convient pas, elle ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin, le minimum dont j'ai besoin. Elle me laisse sur la touche. Elle me laisse sur la touche et on vote pour des extrêmes. Alors, les objectifs que vous vous fixez pour essayer de pallier ces difficultés sont lesquels? Mon premier objectif, c'est, on a beaucoup parlé des grands projets, des grands travaux qui ont occupé, il faut le dire, mon septennat, qui s'achève maintenant. Ben, je pense que les grands travaux du prochain septennat, si les Français le veulent, ce sera de s'attaquer à ces problèmes de la vie quotidienne et de commencer à les résoudre. Je pense que ceux qui auront la charge, à la tête des ministères, dans le futur gouvernement, de tous les secteurs qui touchent aux problèmes que vivent du matin au soir, et du soir au matin, des millions et des millions de gens, ce seront, avec le ministre de l'Éducation nationale, les plus importants de l'expérience qu'il faut maintenant engager. On a trop longtemps vécu trop loin de ces problèmes. Et pourquoi? Parce que les hommes politiques se contentaient du débat politique à Paris et descendaient moins justement dans les quartiers? Non, ce ne serait pas tout à fait juste de donner cette explication, car beaucoup d'hommes politiques ont une grande expérience de la vie locale, lorsqu'ils sont conseillers municipaux, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux. Vraiment, ils les traitent bien. Mais à la hauteur de l'État, quelques grands problèmes, naturellement, retiennent l'attention de ceux qui gouvernent. Mais peut-être les majorités n'ont-elles pas eu le moyen, ou n'ont-elles pas assez songé que la première nécessité, c'était de répondre au malaise
à l'anxiété, à l'inconfort, et oui, un bout de jardin à côté de la maison, et oui, un square tout à côté, la possibilité de s'asseoir sur un banc, une place qui tourne, retrouver, je ne rêve pas de la société pastorale, mais retrouver une vie conviviale où on aime discuter ensemble, retrouver peut-être les gens qui ont le même accent que vous. Tout cela est indispensable. Les hommes ne se connaissent plus dans la ville. Pourquoi je dis il faut civiliser la ville. Alors, Monsieur le Président, on va vous dire à nouveau que vous êtes romantique et que cette genre de civilisation plus solidaire, c'est pas pour tout de suite, quand même. Oui, mais comment romantique? C'est extraordinaire de me dire cela. Je n'incite pas ceux qui m'écoutent à rêver, je les invite à travailler. Mais quand je vais, j'y vais souvent dans ces villes où il ne fait pas bon vivre, je pense même que les Françaises et que les Français ont une grande patience. D'une certaine manière, je vous dirais, je comprends qu'ils se révoltent. Et dans mes fonctions de président de la République, j'en souffre. J'ai envie vraiment de créer un élan, de mobiliser les énergies, pour qu'on s'attaque désormais par priorité, je le répète encore, avec celui de l'éducation nationale et de la formation des jeunes, aux problèmes de la vie quotidienne. Avec patience, sans romantisme, avec méthode et avec réalisme. Voilà par quoi il faut commencer.